Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril de l'année 2020. J'espère, chers amis résistants, que vous allez bien. On va essayer d'évoquer, si vous le voulez, l'actualité et essayer de dresser quelques perspectives. L'actualité qui vous affecte les uns et les autres, c'est le Covid. Alors cette maladie est une maladie relativement sérieuse, relativement grave, ce que je subodorais dès le départ. Il y a des gens qui pensaient qu'on pourrait, dans certains pays ça a été envisagé, laisser courir le virus pour permettre à la population de se vacciner en quelque sorte, c'est-à-dire de créer une immunité adaptative. Si 60 ou 70% d'une population se trouve immunisée, un agent pathogène ne peut plus circuler. J'ai toujours pensé que c'était impossible avec cette maladie parce que si 60 ou 70% des Français devaient connaître le Covid, nous aurions 400 à 500 000 morts en France, ce qui est avant un prix inacceptable pour adopter cette telle solution que certains libéraux voulaient envisager pour sacrifier la santé publique à l'économie. Je dois dire que je rends hommage aux dirigeants qui, dans tous les pays, ont su, dans tous sauf quelques-uns, privilégier la santé sur l'économie. Les mesures qui ont été adoptées étaient, me semble-t-il, des mesures tout à fait favorables, qui étaient bonnes. Maintenant, il faut savoir comment on va pouvoir évoluer, s'en tirer, se réadapter à une vie normale dont on va essayer de voir les après et comment les choses peuvent se passer. Alors nous sommes face à une situation, j'ai dire, qu'il faut aborder avec objectivité. Et là, voyez-vous, mes amis résistants, et de raison, j'observe quelque chose. C'est qu'il y a énormément de rumeurs qui courent, de bruits qui courent sur ceci ou sur cela. Alors, si vous voulez, la science, comme la justice d'ailleurs, ne sont pas les domaines de la croyance. Un scientifique, un juge, ne doit jamais dire je crois. Il doit dire je sais. Ou plus humblement, et le plus souvent, je ne sais pas. C'est le verbe savoir qu'il faut conjuguer, et pas le verbe croire. La foi, c'est un autre domaine. Mais quand on parle médecine, quand on parle santé publique, comme quand on parle d'affaires judiciaires, je vous en parlerai, la croyance est quelque chose de ridicule et d'inadapté. Sur le Covid-19, je ne crois rien. J'essaie de savoir. J'essaie de comprendre. Et les gourous, les sorciers, les mages, les prétendus thaumaturges, tant mieux pour eux, eux y croient. Eux y croient savoir et souvent ils ne savent rien. Bon, nous qui essayons d'aborder ça d'une manière scientifique, rationnelle, nous savons peu de choses. Alors, ce que je sais, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes en présence d'un virus. Un virus, ce n'est pas une bactérie. C'est pour ça qu'on ne peut pas soigner une maladie virale par des antibiotiques. Un virus, c'est un agent pathogène qui ne peut pas vivre en dehors du parasitage d'une cellule. C'est-à-dire que c'est un virus, les spécialistes disent à ARN, acide ribonucléique. C'est-à-dire que c'est un code génétique qui s'intègre aux cellules de l'organisme pour les dévier, les parasiter et se reproduire grâce à l'infestation des cellules. Ce qui évidemment ne rend pas ces virus sensibles aux antibiotiques qui sont si efficaces pour soigner les bacilles, toutes les bactéries, les streptocoques, les staphylocoques, les bactéries à grammes plus ou moins. Là, nous sommes en présence d'un autre agent pathogène. L'avantage des virus, c'est qu'ils sont instables et qu'ils peuvent muter dans le temps. Que fera ce virus ? Ce virus peut très bien rester très pathogène, voire le devenir davantage, ou au contraire, le devenir beaucoup moins, voire s'épuiser, s'essouffler, disparaître, surtout s'il s'avère thermosensible ou trop sensible aux ultraviolets du soleil, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et qui sont très intéressants d'ailleurs pour ceux qui poursuivent des études sérieuses là-dessus et qui nous laissent évidemment perplexes sur l'évolution de la pandémie. Nous pouvons aussi bien vivre pendant 18 mois avec cette pandémie que la voir s'estomper, s'affaiblir, disparaître en quelques semaines ou en quelques mois en fonction de l'évolution justement de ce fameux virus dont moi je ne vous dirai pas aujourd'hui
quelle est l'origine exacte, parce que je ne le sais pas. Les scientifiques ne le savent pas ou le savent mal, de même que je ne vous donnerai pas le traitement approprié, parce que là aussi, il y a des désaccords, et que la science, mes amis, ce n'est pas le domaine de je crois, c'est le domaine de je sais, ou, plus souvent encore, je ne sais pas, et plus souvent encore, le doute est salutaire, parce que si je connais, par exemple, la loi de la gravitation, ou les lois de Mendel, ou les lois génétiques, ou tout ce que vous voulez, ces lois biologiques qui sont passionnantes à étudier, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, mais vous n'allez pas dire je crois à la gravitation, je crois à la force électromagnétique, je crois au théorème de Pythagore, je crois à la réplication de l'ADN via l'ARN messager. Bon, ce n'est pas du domaine de la foi, ce n'est pas du domaine de la croyance, c'est du domaine de la connaissance ou de l'ignorance. Voilà. Et donc nous sommes encore très ignorants. Quand je dis nous, c'est la science est très ignorante. Et si certains pensent qu'il y a des thaumaturges, des démiurges, des gens qui savent tout ou qui peuvent tout, le roi autrefois pouvait guérir les écrouelles. Macron n'a pas, je ne pense pas, cette prétention pour personne. Donc le roi est nu, si je puis dire, face à la pandémie. Alors, cette pandémie a des conséquences sur la planète. Conséquences négatives pour les hommes, évidemment, qui sont confinés, qui voient leurs difficultés sociales s'aggraver pour certains, leurs ressources se tarir, et positives pour la nature. L'air n'a jamais été aussi pur, le ciel est débarrassé des avions, les oiseaux chantent. Il se trouve même que, pour le moment, dans certains endroits, la destruction de la faune est limitée ou interdite, pas totalement, bien sûr, ça ne peut jamais arriver chez nous, ça c'est impossible. Comme le disait l'humoriste, en France, la chasse ferme, mais elle fuit, elle ferme mal. Et malheureusement, il y a toujours des maniaques qui ont besoin de détruire la nature. Et après, parce qu'il y aura un après, du moins pour ceux qui vont survivre. Parce que, voyez-vous, ma pensée, elle va aussi vers ceux qui meurent et ceux qui souffrent. Et je pense que, comme la vie, je vous l'ai souvent dit, est le plus précieux des biens. Et toutes les fois que vous mourrez, amis résistants, que chacun de nous meurt, c'est le monde qui meurt, c'est le cosmos qui meurt. Parce que le monde n'existe que par la conscience que chaque individu en a. Hein? L'univers, c'est autre chose, c'est de la matière. L'existence du monde ne peut se concevoir qu'à travers la conscience que chacun de nous en a. Et en cela, la mort est quelque chose d'inacceptable. C'est tellement inacceptable d'ailleurs que les hommes ont inventé des religions pour ne pas la regarder en face. Comme disait La Rochefoucauld, il y a deux choses qu'on ne peut pas voir en face, c'est le soleil et la mort. Donc, si vous voulez, pour le soleil, l'homme a inventé des télescopes et des filtres. Pour la mort, il a inventé les religions, ce qui évidemment évite de mourir, puisque la religion promet la vie éternelle, ce que le transhumanisme promet aussi autrement par la science. Mais si vous voulez, c'est la même démarche finalement, c'est exactement la même démarche. Donc moi ce que je trouve inacceptable, c'est que des gens meurent, du Covid ou d'autres choses d'ailleurs. Donc c'est d'abord ça qui est révoltant. Mais en dehors de cela, en dehors de cette souffrance, quelles sont les conséquences? Alors les conséquences, c'est que certains piaffent d'impatience dans les milieux économiques. Quand est-ce qu'on recommence? Quand est-ce qu'on reprend la croissance? Quand est-ce que le PIB va pouvoir se remonter? On a perdu 6 points, on a perdu 8 points. C'est catastrophique. Alors, que faut-il en penser? Je suis un écologiste, mais je suis un écologiste nullement sadomaso. C'est-à-dire que je ne me réjouirai jamais du malheur des hommes. Le malheur des hommes ne me réjouit pas. Et je ne suis pas de ceux qui préconisent une sobriété malheureuse, une sobriété fouettarde, une sobriété de flagellant. La flagellation, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose, ça n'a jamais rien apporté. Vous savez que c'est ce que faisaient certains mystiques au Moyen-Âge quand il y avait la peste. Ils se flagellaient pour essayer de calmer la colère des dieux. Bon, ça ne les calmait pas. Vous doutez bien que le bacille de Yersin, celui qui propage la peste, le bacille de la peste, se foutait bien pas mal des flagellants. Il pouvait se flageller jusqu'au sang, c'est pas ça qui allait arrêter la peste. Bon, ben c'est pareil. Je ne suis pas de ceux qui disent « vive la décroissance doloriste ». Il faut de la croissance, mais quelle croissance? Quelle croissance? C'est ça la question. Quelle croissance? Plus d'autoroutes,
Plus de béton, plus de bitume, plus de biens manufacturés, plus de tourisme imbécile. C'est-à-dire ce tourisme qui consiste tout simplement à aller mettre pendant 5 minutes les pieds sur la muraille de Chine, rien que pour envoyer un selfie au copain aussi comme vous, qui va dire « Ah, c'est formidable, le gars il était, ben moi la prochaine fois j'irai carrément à Bali ou j'irai carrément en Nouvelle-Zélande et je lui enverrai une photo pour lui montrer que j'y étais. » Ça, vous m'excuserez, mais ça c'est idiot. Hein. Ça me rappelle ce que disait Claude Lévi-Strauss, la première phrase de Triste Tropique, « Je déteste les voyages et les voyageurs. » Moi, j'aime les gens qui vont étudier, et Lévi-Strauss a été étudié au Brésil, en Amazonie, a été étudié les populations, il est passé des mois et des mois. Bon, ça c'est intelligent, ça c'est intéressant. C'est intéressant d'aller étudier, faire de l'anthropologie quelque part, faire de la géologie, faire de la botanique, faire de la zoologie, faire ce que vous voudrez, s'imprégner d'une culture. Oui, c'est intéressant de voyager comme ça. Mais voyager comme un imbécile, juste pour épater la galerie en disant « Ah, j'ai mis les pieds au bout du monde », ça, écoutez, vous m'excuserez, mais c'est vraiment débile et c'est pas de la croissance. Ça, c'est pas de la croissance, c'est de l'exploitation des gogos. Alors, je crois qu'il faudrait que les gens soient plus intelligents et plus responsables. Oui à la croissance qualitative, celle qui fait que nos vies soient plus longues, meilleures, que la santé des gens soit meilleure, que les gens soient plus heureux. Et pour être plus heureux, ils n'ont pas besoin d'être plus dépendants de la publicité, des contraintes que l'on vous fait subir en vous conditionnant à utiliser tel ou tel dispositif, tel ou tel usage des choses. Non, et de la planète. Il faut être respectueux de la vie, mais respectueux dans l'hédonisme, le plaisir. Il faut que les gens soient heureux. Et parfois, quand j'entends mes amis écologistes, je perçois cette petite dimension sadomaso qui consiste à dire à fond « Allez, on fait tellement de mal à la planète qu'il faut se flageller. » Mais non, il ne faut pas se flageller, il faut se réconcilier. C'est-à-dire qu'il faut faire une croissance qui rende heureux. Une croissance autre que celle que nous imposent les capitalistes, qui en fait ne rêvent qu'une chose, c'est faire des profits, que de faire des intérêts très vite, gagner de l'argent au détriment des gens en transformant les citoyens en moutons et en sujets de la consommation, en faisant consommer ce dont on n'a pas besoin, en créant de faux besoins. Ça, c'est absurde. Il faut effectivement trouver une société responsable. Et d'abord, la première responsabilité qui s'impose, c'est d'apprendre le respect de la faune, de la flore et des milieux naturels. Le respect de la faune en France, pas question. On a un président qui, si on le compare, et ça nous console en le comparant, à Trump ou à Bolsonaro, est un homme remarquable. Il tient des discours humanistes, des discours moralement élevés, des discours généreux, où il reconnaît même ses torts. Lui se flagelle en disant « Mais j'avais tort, je vais changer, je vais complètement modifier ma politique ». Et il ne tient pas les propos ridicules d'un Trump ou d'un Bolsonaro face à la pandémie. Il tient des propos responsables alors que les autres flattent ce qu'il y a de plus stupide dans leurs concitoyens. Il s'adresse aux beaufs, manifestement. Trump, pour lui, les Américains, ce qui l'intéresse, c'est les beaufs. Voilà. Donc, il leur tient des propos de beaufs et récuse la science, la raison, l'intelligence pour s'adresser à l'instinct. Bon, ça c'est... Nous avons la chance d'avoir un président qui ne le fait pas. Vous allez me dire, alors quoi? Vous défendez Macron? Non. Il a une politique, par contre, qui va à l'encontre de ce qu'il dit, à l'encontre de l'humanisme, à l'encontre de l'écologie, et notamment en ce qui concerne la faune. Voilà un ami des chasseurs, c'est tout dire. Il reçoit des chasseurs. Et son temps, son énergie a été consacrée à faire détruire, par ses ministres, notre faune, en autorisant le tir sur ceci et sur cela. Mais quand on veut protéger la nature, on commence par abolir la chasse. C'est un marqueur, j'allais dire. Certains diront, mais c'est dérisoire, c'est quelque chose de subalterne, c'est quelque chose... des abrutis, des idiots de village. Bon, c'est vrai, ils s'amusent à tirer sur des corvidés. Ils sont complètement crétins, mais que voulez-vous, ils sont débiles, il faut bien les laisser jouer aux débiles. Ben, j'allais dire non. Quand on est chef d'État, quand on est responsable, on protège la faune. On protège la flore, on protège les milieux naturels, parce que en protégeant cela, on protège la vie. On protège la vie sur Terre parce que ça forme un tout. Il faut rendre cette planète, la laisser habitable. Et pour la laisser habitable, il faut la laisser habitable à toutes les formes de vie. Et ça, Macron ne l'a pas fait. Au contraire. Je dis Macron pourquoi? Parce que nous sommes en monarchie. Vous savez très bien qu'en France, surtout depuis 2001, la réforme du quinquennat et l'élection législative
prétendue législative, qui suit la présidentielle, fait qu'en France, un homme détient tous les pouvoirs. L'Assemblée nationale n'existe plus, c'est une chambre d'enregistrement qui est peuplée des petits soldats du président qui n'ont été élus que parce qu'ils avaient la tête du président sur leurs affiches. Donc il n'y a plus d'Assemblée nationale digne de ce nom. Donc nous sommes dans une monarchie élective et relativement démocratique, où on peut encore s'exprimer, mais ça c'est institutionnel. Nous sommes en monarchie, et c'est regrettable. Ça, il faudrait changer les institutions. Alors, qu'est-ce que je préconise après? Eh bien, puisque le président reconnaît que l'ultralibéralisme qu'il a appliqué a conduit à la situation où nous sommes, c'est-à-dire que la France, face à cette pandémie, s'est trouvée un pays du tiers-monde. Pas de masques, pas de respirateurs, pas d'assez de bouteilles d'oxygène, pas de blouses, pas assez d'infirmières, pas assez de lits de réanimation, pas assez de tout. Pourquoi? Parce que notre capitalisme, à la différence du capitalisme allemand, était un capitalisme financier, à l'anglo-saxonne. Alors que les Allemands, qui ne sont pas des modèles, loin de là, avec leur ordolibéralisme, mais eux avaient conservé un tissu industriel puissant. Donc ils ont su mieux que la France répondre aux défis actuels. Nous, notre capitalisme, c'est un capitalisme de pacotille, de gens qui sont incapables, les dirigeants, les financiers, je ne veux pas dire leur nom, vous les connaissez, mais ceux qui sont les maîtres du pouvoir. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait, en Chine, l'économie est soumise aux politiques. C'est vrai. Mais en France, le politique est soumis à l'économie. Et quand on dit l'économie, on sait qui c'est. C'est 10, 15 personnes qui sont propriétaires des médias et qui sont les amis des présidents successifs. Les parrains de leurs enfants, les ressorts sur leur yacht et tout ça, vous les connaissez. Eh bien, ces capitalistes-là, à la différence des capitalistes allemands ou même des gens des GAFA américains, qui ont été des petits génies pour certains d'entre eux, qui ont conçu des techniques, des technologies nouvelles, nous, c'est des marchands de sac à main et de luxe. Bon, je n'ai rien contre, mais enfin, franchement, ça va pas très loin. Et ça montre bien que lorsqu'on est en crise, lorsqu'on a besoin de quelque chose, on n'a plus rien. On a été une désindustrialisation complète, la France a été désarmée économiquement parce qu'on a un capitalisme spéculatif et financier qui a préféré investir ailleurs. On est obligé de faire regarder des masques de Chine dont la qualité est douteuse d'ailleurs. Bon, alors, si vous voulez, tout ça, c'est une critique de cet ultralibéralisme qui a été la politique du gouvernement jusqu'à maintenant. Alors maintenant, il nous dit on a eu tort, on va changer. Si on les changeait carrément eux, alors moi ce que je propose, c'est que le président dissolve, il ne le fera pas, rassurez-vous, il ne m'écoute pas assez, mais qu'il dissolve l'Assemblée nationale, que vous puissiez réélire une autre majorité, qui fasse une autre politique, dans laquelle l'État, la politique, reprendrait ses droits et la main sur l'économie et sur l'écologie, pour faire de l'écologie. Quand je dis faire de l'écologie, c'est pas faire du vent et disserter sur la scène internationale du climat. C'est du concret. Je veux du concret. Je veux qu'on protège chez nous la faune, la flore, les milieux naturels. Qu'on reparle de protection de la nature. Vous savez, ces jours-ci, Robert Poujade est décédé à l'âge de 95 ans. Qui était Robert Poujade? Robert Poujade, ancien maire, député maire de Dijon, était un universitaire, un homme de grande culture que j'ai connu. Et cet homme, en 1971, a été le ministre de l'Environnement, le premier en charge de ce ministère, du temps du président Pompidou. Et Robert Poujade a écrit en 1975 un livre qui s'appelle « Le ministère de l'impossible », en parlant du ministère de l'Environnement, qui s'appelait « Ministère de l'Environnement et de la protection de la nature ». Comme il est dommage que le ministère de l'impossible soit devenu celui de l'imposture, celui des chasseurs, celui de la FNSEA, celui où on défend des intérêts qui sont des intérêts contraires aux intérêts de la planète. Alors, ce qu'il faudrait, mes amis, c'est un moratoire sur les grands travaux inutiles. C'est une protection intégrale de la faune, de la flore, des milieux naturels, pour que la planète reste vivante, pour que cette terre soit habitable, qu'on ne détruise pas toutes les espèces. Donc, ce que je préconise, ce n'est pas un retour au monde d'avant, c'est un retour d'un monde dans lequel les gens, les hommes, les humains ont leur place, et où les gens ont le droit d'être heureux, mais où ils ne sont plus conditionnés à consommer comme des oies gavées. Et le gavage, c'est pas beau, vous savez. Que ce soit pour les oies ou que ce soit pour les hommes, le gavage culturel ne vaut pas mieux que le gavage industriel des oies ou des canards. Et on gave les gens par des publicités en les obligeant à consommer des choses dont ils n'auraient pas vraiment besoin. Ça, c'est absurde. Alors, ne sombrons pas ni dans le pessimisme, ni dans le sadomasochisme de ceux qui voudraient nous ramener, comme ils nous le disent parfois,
à l'âge de pierre. Je n'ai pas la nostalgie de la marine à voile et de la lampe à huile, comme aurait dit De Gaulle, mais j'ai la nostalgie d'un monde dans lequel l'homme ne serait plus infernal pour le vivant, où il respecterait et à la fois ses semblables, et les animaux, et la faune, et la flore. Peut-on rêver de ce monde-là avec les dirigeants actuels de la planète? Non. Ni en Europe, ni ailleurs, rien n'est prêt pour que nous changions de monde. Alors, il y aura d'autres catastrophes. Catastrophes climatiques, méga feux, méga chaleur pendant l'été, canicule épouvantable, et d'autres pandémies. Les hommes sont tellement nombreux, tellement concentrés, comme des oies, des poules ou des veaux ou des porcs dans des élevages concentrationnaires, nos villes deviennent tentaculaires, les hommes sont très nombreux, ils circulent en tous sens sur la planète. Quel régal pour les virus! Que ce soit des virus qui apparaissent spontanément ou qui échappent momentanément à un expérimentateur, tout peut arriver. Mais les pandémies, malheureusement, c'est un péril qui existe et dont l'humanité pourrait avoir un jour à répondre. Alors, changeons de monde, oui, il le faudrait, mais les conditions ne sont pas requises. Pour changer de monde, il faut une révolution, c'est-à-dire un changement radical. C'est en cela que j'appelle à la résistance pour qu'il y ait une autre société. À bientôt mes amis pour d'autres réflexions.